Un nouveau visage donc de la civilisation égyptienne avec sa splendeur qui vient d'être dévoilée est mis au service de tous les peuples du monde avec ce grand personnage de Néphrothep qui est une figure inscrible du temps d'Amon. Donc tout de suite on va vous inviter à inviter notre invité aujourd'hui serait Simon Saïr, notre expert en économie. Bonjour Monsieur Simon Saïr, bienvenue Bonjour. Sur la TV internationale, surtout joyeuses fêtes à l'occasion de la Saint-Valentin. Monsieur Saïr. Oui, je vous écoute, je disais à vous de même pour la fête. Ah, merci. Parce qu'il y avait quelques interférences au niveau de la voix. Alors aujourd'hui, on parle d'un des scribes d'Amon, qui est Néphrothep, c'est notre star aujourd'hui. Alors, parlez-nous un petit peu tout d'abord de la fonction de scribe, son importance religieuse, son importance artistique, avant de passer à cette belle nécropole avec ce travail colossal qui a été réalisé par le Conseil suprême des antiquités égyptiens. Alors, déjà, la fonction du scribe à l'Égypte ancienne, elle a une partie de laquelle qui rentre dans la foi et dans la religion. Le scribe égyptien, il a été toujours au cœur de la connaissance et de la culture. C'est celui qui va écrire les rituels, c'est celui qui va réaliser les comptes, c'est celui qui serait le plus proche du gouverneur. La fonction du scribe, elle est très spéciale, vu qu'il n'y avait que 5% de la population qui avait les moyens d'apprendre à lire et à écrire. Oui, ça, c'est les intellectuels. Les intellectuels, les historiens de l'époque. Exactement. Vu que dans le temps, l'Égypte, elle dépendait beaucoup de l'agriculture et de la production de la farine de blé. Durant les saisons pendant lesquelles il n'y avait pas les travaux, vu que dans le temps, l'agriculture avait une différence avec celle de nos jours, c'est qu'on n'avait qu'une seule récolte de nos champs et non pas 3 récoltes successives comme à nos jours. De là que le paysan était paysan durant la saison décembre-mai, et entre mai et septembre, il travaille dans la construction et dans les travaux de rénovation. Le scribe, ça c'est uniquement les jeunes, comme vous l'avez bien dit, qui sont intellectuels, soit qu'ils seraient le fils d'un monsieur qui a les moyens, comme la classe des nobles, des prêtres, des vizirs, des militaires, ou bien un garçon très intelligent dans son village, qui il est bien connu que c'est un génie. Là, le maire automatiquement va le présenter pour le temple et va le présenter au gouverneur, car on avait besoin de ces gens-là à découvrir, comme aujourd'hui les grandes écoles qui se trouvent en Europe et qui vont toujours regrouper les plus intellectuels et les plus intelligents. On le faisait chez nous dans le temps. Oui, et alors c'est vraiment magnifique. Vous nous mettez un petit peu dans le bain historiquement. Là, c'est sous le règne de la 18e dynastie, avec le pharaon qui le servait, donc Néphrothep servait à l'époque le roi, le pharaon Yet. Exactement. Qui est ce monsieur? Exactement comme vous l'avez bien dit, car ces gens-là, c'est eux qui vont toujours placer le pouvoir égyptien centralisé et fort. Vous savez que entre l'Ancien Empire et le Moyen Empire, c'était le chaos. Et qu'est-ce qui a remis l'Égypte une deuxième fois au Moyen Empire avec un pouvoir dans l'ordre et dans la stabilité? Parce que vous savez, quand on a un bon gérant pour l'État, ça veut dire un bon pharaon, on a l'ordre dans le pays. Et cet ordre-là, c'est la justice. Oui. Et ce qui a remis l'Égypte à ce point, c'est l'école des scribes, l'école des princes, qui était à l'Ancien Empire, qui a continué durant la période intermédiaire, et c'est elle qui a représenté au peuple cette classe qui a pu remettre l'ordre, la justice dans le pays. Voilà, ça c'est très bien dit. C'est très bien dit, Monsieur Saïr. Parce que là, c'est la stabilité du règne après le transfert du Nord via le Sud, comme vous l'invoquez.
Un petit retour, un clin d'œil sur les travaux de restauration qui sont un travail, le fruit pendant 24 années de travail où le Conseil suprême de l'Antiquité donc, a fait un travail colossal en disposant de technologies de pointe. Il s'agit donc d'une nécropole qui a été soumise à des rayons laser, des particularités pour mettre au point toute une série de gravures, etc., de ce monsieur, de cette, je veux dire, de cette demeure funéraire. Alors, parlez-nous de la coopération brésilienne, égypto-brésilienne, qui s'est opérée avec l'Argentine. Le fruit de ce travail, comment il a été fait? Alors, effectivement, ce sont des experts de l'Université de Buenos Aires et qui ont été enregistrés et qui ont étudié tous les textes qui sont contenus dans la tombe, et tout cela a été fait avant d'entamer les travaux. Alors, les travaux de restauration proprement dit ont commencé en 2013 et lorsque cette équipe d'archéologues a décidé de travailler dans le nettoyage des peintures murales de la tombe et elle a réparé les pierres endommagées ainsi que les couches de couleur sur les inscriptions. Alors, la structure architecturale des chambres funéraires inférieures du tombeau, qui ont été bien sûr conçues sur l'axe qui est l'axe longitudinal et qui a été disposé, on peut dire, de l'est vers l'ouest, et on a pu faire un travail de régénération pour la tombe. Toutes les surfaces fragiles ont été nettoyées au moyen de la technologie laser et cela, il a redonné une deuxième fois la clarté aux peintures murales et aux hiéroglyphes. Il faut vraiment remercier cette équipe de travail et la communication qui a eu lieu avec le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités, car quand on a inauguré la tombe, on peut voir une nouvelle destination touristique majeure pour les monuments de Luxor. Alors là, on peut dire qu'il va y avoir de ce travail un grand afflux pendant la saison touristique et cette saison, bien sûr, hivernale. Oui, alors un petit coup d'œil aussi sur, je veux dire, sur les configurations qui existent dans ce tombeau funéraire et d'autres stars qui apparaissent, c'est les tisseuses. Parlez-moi un petit peu de l'historique de ces tisseuses, parce qu'il paraît que tout ce travail, le scribe d'Amon était bien entendu un superviseur de bétail, et donc il s'agit de travail d'agriculteur, de textile. Alors, comment s'annonce, quels sont les messages transmis pour la postérité par ces tisseuses sur ces gravures éternelles? Alors, l'Égypte ancienne, ça nous montre qu'il y avait un travail manuel extraordinaire et une connaissance pour la création des outils pour la production. Alors, on voit aussi bien que la femme égyptienne et le savoir égyptien, il a pu travailler avec la matière première comme le lin. On a pu aussi bien travailler pour faire les cordes et les tissus. On a pu faire une qualité très très fine au point qu'on dit qu'elle a été transparente. Quand on voit les scènes d'une femme dans une tombe habillée et on voit son corps, ça c'est pas pour montrer sa nudité, mais pour montrer la finesse du travail de l'un et qu'on est qualifié par rapport aux autres pays à le rendre parfait, solide, fin, transparent. La qualité de travail de l'Égypte ancienne, elle a été reconnue dans tout le monde qui nous entoure, et c'était un pays producteur. Oui, et jusqu'aujourd'hui. D'ailleurs, il y a au moins 5 couleurs égyptiennes qui sont répertoriées dans l'ordre des couleurs sur le plan international. 5 couleurs qui émanent de l'Égypte pharaonique. C'est quand même extraordinaire. Je veux aussi vous transposer sur un autre plan. Il s'agit de ces travaux de restauration, de rénovation, mais aussi de préservation. Et il y a eu, j'ai vu que la gomme arabique a été un des moyens indéniables pour pouvoir sauvegarder
le coloris. Parlez-nous un petit peu de ces techniques. Ah, bien sûr, c'est que la Gomme arabique. elle a la qualité, elle a deux choses très spécifiques à elle. La première, quand on la place sur le mur, elle va boucher tous les trous et tout le calcaire, elle va le solidifier. D'une façon que quand on imprime notre couleur, le noir, le jaune, le bleu, le vert, le rouge, et là, il n'est plus réabsorbé par la roche, il se conserve à cette surface, et c'est comme ça que jusqu'aujourd'hui, on peut le retrouver. Une deuxième qualité, c'est que cette couleur, elle serait brillante, et elle serait comme si aujourd'hui, vous êtes en train de toucher une couche de plastique, ou bien une couche, ou bien un verre, par exemple. Alors, le rendre solide, transparent, et qu'il n'est plus, qu'il rentre plus dans ce calcaire ou dans Et ce protéger gris des murs. peut-être aussi, c'est protéger également, je veux dire, créer Bien une sûr. zone de protection pour ces gravures. Exactement. Et c'est pour cela, quand ils ont utilisé le laser à ce nettoyage, vous savez que le laser, il a une qualité. C'est qu'il enlève la couche de poussière de la roche. Et si le couleur n'avait pas cette gomme, elle allait être enlevée durant les travaux de nettoyage. Mais c'est le fait que cette gomme existe dans la Et composition ce de la savoir couleur. est égyptien, Monsieur Saïr? Pardon? Pour la gomme arabique, ce savoir est égyptien? Alors, le savoir est égyptien, mais pas la production. Nous, on envoyait toujours les expéditions vers la Jordanie et vers l'Afrique, parce qu'on a les bateaux de la reine Hatshepsut qui ont traversé la mer Rouge, et de là qu'on estime que ça vient de la Jordanie. Et d'un autre côté, on a les bateaux qui ont remonté les cataractes du Nil, et on a des écritures qui nous en parlent qu'ils sont arrivés à la 4e cataracte. Ça veut dire c'est à la fin du sud du Soudan, et toute cette zone vers le sud, elle est en production des épices et de la gomme. Elle vient soit... C'est vraiment magnifique, c'est vraiment magnifique. Merci vraiment pour ces informations précieuses. Je vous remercie parce que vous nous avez vraiment mis dans le bain. Nous sommes partis en arrière avec cette machine du temps pour se retrouver sous la tutelle de cette 18e dynastie. Merci à vous, Monsieur Simon Saïr, notre expert en économie. Encore une fois, joyeux Saint-Valentin pour vous, meilleurs vœux à vous et à tous les spectateurs. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que se termine cette nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. J'espère qu'on a eu l'occasion de partager un petit peu quelques moments ensemble. Le temps passe, le beau temps passe trop vite, mais il me reste simplement à vous souhaiter une très joyeuse fête à l'occasion de la célébration de l'amour. Soyez généreux, soyez bons, soyez aimables, soyez, comment dirais-je, généreux sur le plan affectif avec tout le monde. Et c'est aujourd'hui, donc nous célébrons l'Égypte. L'Égypte, c'est le pays de l'amour. Et je pense que ce scribe, ce monsieur qui est Nefer-Hotep, n'est qu'une figure de cette beauté. Et un petit coup de cœur pour lui, il repose à côté de sa femme, sa bien-aimée, dans ce tombeau funéraire à Luxor. Merci à vous. Une excellente continuité sur la TV internationale. À plus.